Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur la méthodologie de recherche. On va répondre à la question comment rédiger un protocole de recherche. Tout naturellement, nous commençons toujours par une technique de persuasion avec le mot réussite et le joueur Messi. Avant de commencer, je dirais qu'il n'y a pas un modèle standard de rédaction de protocole de recherche. Selon les institutions qui lancent des appels à projets, on peut vous présenter plusieurs modèles, autrement dit plusieurs frameworks. Selon que ce soit EDCTP, Wellcome Trust, Bill et Melinda Gates, l'United, ARES, vous pouvez avoir des petites variations dans les modèles de rédaction de protocole de recherche qu'on vous présentera. Il faut aussi dire qu'il y a deux fois des petites différences selon que vous avez un protocole de recherche action ou un protocole de recherche expérimental. Mais quel que soit le modèle de protocole de recherche, il y a des éléments fondamentaux que vous trouverez. À titre d'exemple, dans un protocole de recherche-action, vous pouvez trouver les hypothèses de recherche, vous pouvez trouver le modèle conceptuel, vous pouvez trouver le cadre logique, alors que dans le cadre d'un projet de recherche expérimental, on peut ne pas vous présenter le modèle conceptuel. Avant de commencer à parler du modèle que je vous propose, je vais donner quelques conseils aux jeunes. Lorsque vous rédigez un protocole de recherche, faites tout pour faire des phrases simples, sujet, verbe, complément. Une idée par phrase. Faites autant que faire se peut pour être cohérent. La chose la plus importante, on voudrait avoir un fil conducteur qui montre au lecteur que vous avez quitté un point A et vous voulez aller vers un point B. Il faut avoir assez de ressources bibliographiques qui prouvent que vous avez documenté votre question de recherche. Évitez le plagiat, évitez le copier-coller que nous voyons ces derniers temps avec le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. En ce qui concerne le texte, utilisez le caractère Times, Arial, Tahoma ou Calibri. Ça ne sert à rien d'utiliser d'autres caractères qui donnent un aspect encombrant au document. Utilisez la police 12 et l'interligne simple. La chose la plus importante, c'est l'originalité de la question. C'est l'importance de la question et non le volume. Donc pour cela, lorsque vous voulez rédiger un protocole de recherche, l'élément fondamental, c'est quelle est la question scientifique. Quel est le problème que vous voulez résoudre. C'est la chose la plus importante. Dans ce protocole que je vais vous proposer, il a essentiellement 4 grandes parties. 4 grandes parties. 1. La page de garde. 2. L'équipe de recherche. 3. Le résumé du protocole. Et 4. Le protocole détaillé. Exceptionnellement, à la fin de vos documents, vous pouvez rajouter des annexes qui porteront le CV du principal investigateur, le consentement éclairé, ou bien d'autres informations qui sont utiles au projet. Donc, commençons par la page de garde. La page de garde, c'est comme notre visage. Lorsqu'on se réveille tôt le matin, la première des choses qu'on se fait, soit on se lave, soit on lève son visage, on brosse ses dents, parce que c'est la première partie qui est vue lorsque vous rencontrez quelqu'un. Donc, vous devrez soigner votre page de garde. C'est un élément très important. Si dès la page de garde, vous donnez une mauvaise impression, rassurez-vous que le lecteur ne va pas continuer à lire. Dans la page de garde, voilà les principaux éléments qu'il faut mettre. 1. Le logo de votre institution. 2. Le titre du protocole. 3. Le nom et le prénom du principal investigateur avec son grade. La date ou la durée du projet. Et enfin, la version du projet. En effet, un protocole peut être dynamique. Vous pouvez avoir une version 1.0 aujourd'hui et demain avoir une version 1.1. Je vais m'attarder un peu sur le titre parce que c'est l'élément le plus important au niveau de la page de garde.
Le titre, il doit être attractif. Attractif, autant pour moi. Il doit être informatif. Ça veut dire que le titre il va vous donner l'information sur l'objet de l'étude, le lieu de l'étude, le temps de l'étude et la personne, autrement dit la cible de l'étude. Un titre, il doit être court. On peut avoir un sous-titre, mais cela n'est pas très recommandé. Et enfin, je terminerai en disant qu'un titre peut évoluer. Ça veut dire que vous pouvez rediscuter et recomposer votre titre tel qu'il a été proposé initialement. Je vais vous donner quelques exemples de titres. Par exemple, l'étude de l'impact en santé publique de la chimio-prévention du paludisme saisonnier. Un deuxième exemple, l'étude comparative randomisée à 2 bras ouverts de l'efficacité et de la tolérance des combinaisons thérapeutiques artéméter-lumefantrine et artésunate amodiaquine chez les enfants de 3 à 59 mois au niveau du site Sentinelle de Gaïa au Niger en 2011. Donc nous voyons que ce titre il est assez informatif. De quoi il s'agit? Il s'agit d'une étude d'efficacité thérapeutique. Elle compare 2 médicaments, lesquels l'AL et la ZAC. Quelle est la personne? Ce sont les enfants de 3 à 59 mois. Où? C'est à Gaïa. En quelle année? En 2011. Après la page de garde, la deuxième partie, c'est, comme je le disais tantôt, c'est l'équipe de recherche. Au niveau de cette deuxième partie, il est important de donner des informations sur le cadre institutionnel. Autrement dit, l'étude se fera où? À titre d'exemple, je dirais que l'étude se fera au Centre de recherche médicale et sanitaire en collaboration avec le Programme national de lutte contre le paludisme et la faculté de sciences et techniques de l'Université Abdou Moumouni de Niamey. Et je donne les coordonnées de l'institution avec un numéro de téléphone, un site web et une boîte postale. Cela permet aux évaluateurs d'aller sur le site de votre institution et de voir les activités que vous faites dans le cadre des sujets que vous avez proposés. Après cela, il faut donner les coordonnées du principal investigateur, les coordonnées des différents collaborateurs et si c'est dans un cadre pédagogique, donner aussi les coordonnées de l'étudiant qui fera le travail qui peut être un master 2 ou une thèse de doctorat de médecine ou de pharmacie. La troisième partie, c'est le résumé. Le résumé, c'est une partie qui se fait en 1 à 2 pages. Elle est courte. Elle permet d'avoir, sans pour autant lire le document dans le détail, avoir une idée sur le protocole. Donc le résumé doit être clair, il doit être attractif. Il identifie l'intérêt et l'originalité du projet. Je répète bien, le résumé, il doit identifier l'intérêt et l'originalité du projet afin qu'on sache quel est le problème qui est évoqué et qui sera résolu. Le résumé, si vous me permettez la répétition, résume les principales activités et il répond aux questions suivantes. 1. De quoi il s'agit. 2. Pourquoi on fait ce travail. 3. Comment on va le faire. Et enfin, quels sont les résultats qui sont attendus. Dans ce résumé, après la problématique, il faut parler 2, autant pour moi, de l'objectif général, des objectifs spécifiques, de la méthodologie, les résultats attendus, le chronogramme et le budget demandé en quelques phrases. Chacune de ces parties doivent être répondues très succinctement en 1 à 2 phrases. Donc après le résumé, qu'est-ce qui reste? Il reste la 4e et dernière partie, c'est le protocole détaillé. Et dans le protocole détaillé, voilà les différentes parties. 1. L'introduction, les objectifs, en particulier l'objectif général et les objectifs spécifiques, la méthodologie qui aura 9 parties, le chronogramme, le budget, la bibliographie et l'annexe, ou les annexes si vous voulez. Parlons de l'introduction. L'introduction, c'est une présentation générale du problème identifié ainsi que de sa pertinence. À ce niveau, je ne cesserai jamais d'insister, particulièrement pour les jeunes, il faut prendre des sujets qui sont originaux, des sujets qui permettent de résoudre des problèmes importants. Plus votre problème permet de résoudre un problème important, plus il a de la cote, et plus, et peut-être même,
une future entreprise pour vous. Vous n'êtes pas obligé de continuer dans l'administration. À l'issue de votre travail, vous pouvez ouvrir votre entreprise parce que votre question de recherche est une question importante. Après cela, replacez votre problème dans son contexte. Autrement dit, dans le pays, dans la région, le district sanitaire ou même le CSI lorsque l'étude se fait au niveau du CSI. L'introduction doit être attrayante, voire même accrocheuse. L'introduction explique la raison de cette étude. Donc pour cela, on doit répondre forcément à la question quoi et pourquoi. Elle se construit en entonnoir en allant du général au spécifique. Et enfin, l'introduction se termine par la question de recherche. Je vais donner un exemple d'introduction, même si ce sont les grandes lignes que je vais donner. Le paludisme est un problème majeur de santé publique en Afrique intertropicale. Au Niger, la morbidité et la mortalité attribuables au paludisme sont respectivement de XX et YY en 2016. Malgré les stratégies de lutte telles que l'adoption de combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine, la distribution massive des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, la mise en œuvre de la chimioprévention du paludisme saisonnier, la morbidité reste très élevée. De nombreuses hypothèses peuvent expliquer cela, dont la résistance aux antipaludiques. La présente étude vise à évaluer l'efficacité de l'artéméter lumefantrine par la méthode OMS de suivi de 28 jours au niveau du site sentinelle de Tessawa en 2017. Donc vous voyez, la chose la plus importante est qu'on sent un fil conducteur. On sent quel est le problème qui est posé. C'est le problème qui est parti d'une observation d'une persistance d'une morbidité très importante et on suspecte une résistance des souches de Plasmodium falciparum aux antipaludiques. Après l'introduction, il y a les objectifs. À la vue de la question de recherche qui est posée et au vu de la revue de la littérature, il faut définir les objectifs de la recherche. À ce niveau, il y a d'abord l'objectif général. À ce niveau, je conseille le plus souvent qu'il y ait un seul objectif général. Et l'objectif général, il doit être SMART. Ça veut dire qu'il doit être simple, mesurable, applicable, réalisable et limité dans le temps. Les verbes qui sont utilisés dans l'objectif général, c'est par exemple décrire, ça veut dire que c'est une étude descriptive. Analyser, donc c'est une étude analytique. Évaluer, donc c'est une étude expérimentale. Ensuite viennent les objectifs spécifiques. À ce niveau, on peut avoir plusieurs, mais je recommande aux étudiants de 3e cycle d'avoir le plus souvent 3 objectifs spécifiques. De telle sorte que à chaque objectif spécifique, il y aura un article et lorsqu'il aura ces 3 articles, il pourra soutenir sa thèse et passer à l'étape suivante. Dans le cas des objectifs spécifiques, les verbes qui sont le plus souvent utilisés sont les suivants. Calculer la prévalence de, donc c'est une étude descriptive. Analyser les facteurs de risque de, donc c'est une étude analytique. Déterminer les facteurs de risque de, donc c'est une étude analytique. Évaluer l'efficacité de, donc c'est une étude expérimentale. Après cela, c'est la méthodologie. La méthodologie, elle a 9 points. Le premier point, c'est de décrire le type de recherche. Et à ce niveau, je vais revenir dans une autre présentation pour développer les designs des études. Mais je vous l'ai dit pour l'instant, sans pour autant prendre le temps de beaucoup les expliquer. En ce qui concerne les designs des études, l'étude elle peut être descriptive. Et dans les études descriptives, il y a les études transversales et les études longitudinales. L'étude elle peut être analytique. Dans le cas des études analytiques, qu'on appelle aussi études explicatives, ça peut être une étude cas témoin ou un suivi de cohorte. Et enfin, il y a les études expérimentales qu'on appelle les études non observationnelles, qui peut être soit un essai clinique, soit une étude diagnostique de l'efficacité d'un outil comme les tests de diagnostic rapide, soit une étude d'impact d'une intervention en santé publique. Au niveau de la typologie des études, on peut rajouter le caractère de l'étude en disant qu'elle est une étude prospective lorsque on collecte des données, ou bien une étude rétrospective lorsque ce sont déjà des données préexistantes qu'on va utiliser. Le point suivant de la méthodologie, c'est le site d'étude. Il faut dire où est-ce que l'étude se fera et de préférence mettre une carte parce qu'elle est plus illustrative. Le point suivant, c'est la population cible.
au niveau de quelle population l'étude sera conduite. Il faut justifier le choix de la population, avec particulièrement les critères d'inclusion et les critères de non-inclusion. À distinguer, il y a une grande différence entre les critères de non-inclusion et les critères d'exclusion. Nous en parlerons amplement lorsque nous ferons une formation en présentiel. Le point suivant de la méthodologie, c'est l'échantillonnage. Il faut dire, il s'agit de quel type d'échantillonnage? Est-ce un échantillonnage empirique ou un échantillonnage probabiliste? Dans le cadre des échantillons empiriques, ça peut être un échantillonnage, ça peut être du volontariat, ça peut être du quota, ça peut être un échantillonnage en bulle de neige, ça peut être un échantillonnage au jugé, ou bien ça peut être un échantillonnage par convenance. À ce niveau aussi, je reviendrai pour une autre présentation pour les expliquer amplement. L'échantillonnage peut être probabiliste. Dans ce cas, il peut être un échantillonnage probabiliste simple, stratifié, en grappe, multiniveau ou systématique. Je reviendrai dans une autre présentation pour expliquer ce que nous entendons par ces différents types d'échantillonnage. Le point suivant, c'est le calcul de la taille d'échantillonnage. Eh bien, selon la méthode d'échantillonnage, vous allez utiliser une formule pour calculer la taille d'échantillonnage. Par exemple, la formule de Schwarz, dans le cadre d'un échantillonnage simple. Par exemple, la formule pour le calcul d'échantillonnage en grappe, lorsqu'il s'agit d'une méthode d'échantillonnage en grappe. Le point suivant, c'est la technique de laboratoire. Autrement dit, quelle est la technique que vous allez utiliser dans le cadre de votre étude? Est-ce que la microscopie? Est-ce que la TDR? Le TDR, autant pour moi. Est-ce que la PCR? Est-ce qu'une PCR couplée à une restriction enzymatique? Est-ce qu'un séquençage? Est-ce qu'une technique de CRISPR-Cas9? Donc, vous devrez expliquer la technique de laboratoire qui sera utilisée. Le point suivant, c'est quelles sont les variables à collecter. Dans le cadre de votre travail, quelles sont les informations que vous allez collecter? Les informations en relation avec la caractérisation de la population étudiée, le sexe, l'âge, la provenance, mais aussi des informations en relation stricte avec la question scientifique posée. Le point suivant, c'est l'analyse biostatistique. Il est très important d'avoir votre plan stratégique et votre plan d'analyse statistique dès au début, ce qui vous permet d'avoir une vision sur vos résultats. Il faut aussi décrire la méthode d'analyse, quels sont les logiciels que vous allez utiliser, quels sont les tests statistiques que vous allez utiliser, mais aussi définir le seuil de significativité que vous allez utiliser. Et enfin, le dernier point de la méthodologie, c'est l'éthique. En effet, toute recherche doit être éthique. Et pour cela, vous devez décrire dans votre protocole 1, le consentement éclairé ou l'assentiment lorsqu'il s'agit des enfants qui sont mineurs, la possibilité de se retirer si la personne ne veut plus participer à l'étude, la confidentialité des données, la protection contre toute nuisance et enfin, deux fois, la motivation afin de motiver les gens à participer à l'étude. Au Niger, il y a un comité consultatif d'éthique qui siège au niveau du ministère de la Santé et lorsque vous voulez proposer une étude, vous devrez déposer 12 exemplaires de votre protocole. Le point suivant, c'est les résultats attendus. Les résultats attendus doivent être calqués aux objectifs spécifiques. C'est ainsi que, dès que vous entendez la prévalence du VIH à Zender sera calculée. Donc, c'est une étude descriptive de type transversal pour calculer la prévalence du VIH à Zender. La distribution du VIH sera connue. Donc là aussi, c'est une étude descriptive à visée analytique pour voir la distribution de l'infection au VIH. L'incidence du choléra sera connue. Donc là, c'est une étude longitudinale. Les facteurs du risque du tabac seront analysés. Donc c'est une étude analytique. Et l'efficacité de la combinaison artéméter-lumefantrine et sa tolérance seront évaluées. Donc c'est une étude évaluative. Le point suivant, c'est le chronogramme. Pour faire le chronogramme, on peut utiliser le diagramme de Gantt. Sinon, utilisez tout simplement un fichier Excel où vous allez utiliser un tableau à double entrée dans lequel vous allez montrer l'ensemble des activités qui seront réalisées et puis le temps. Et au croisement entre l'activité et la période, vous allez cocher pour dire que c'est à telle période que cette activité sera réalisée. Après le
chronogramme, le point suivant, c'est le budget. Le budget, il doit être chiffré et narratif. Il précise la somme totale du projet. Et si, d'aventure, il y a une partie qui est financée par le bailleur et une autre qui est financée par le demandeur, vous direz l'ensemble des parties du budget. Pour terminer, après le chronogramme, ce qui reste, c'est le budget. Et à ce niveau, je vous propose un modèle où il y a les catégories, autrement dit les besoins, la quantité qu'il faut, le prix unitaire, les quantités, et sur la base du prix unitaire et de la quantité, vous faites le total du coût de la rubrique. Vous pouvez rajouter une colonne pour les observations afin d'être plus précis. Et si le bailleur il demande son budget en dollars ou en euros, vous pouvez rajouter une colonne pour la conversion. Vous terminerez par des annexes où vous pouvez mettre le CV du principal investigateur et d'autres documents que vous jugez utiles. Donc, nous sommes au terme de cette présentation. Nous vous remercions infiniment de votre présentation. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à notre chaîne afin de nous soutenir. C'est une communauté pour les étudiants, les jeunes chercheurs et même les chercheurs afin de renforcer la compétence des Africains. Sur ce, je vous remercie et au prochain module.